planification stratégique, plateforme, personne, culture d'entreprise, façon de penser, écoute, coaction, réaction, mission, public et processus. Bienvenue à ce balado sur les stratégies marketing numérique d'engagement. Je suis Alan Vallière, ADN pour l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de publicité Facebook Ads avec Benoît-Pierre Delorme, gestionnaire de campagne numérique chez Glo, et Jonathan Nicolas, stratège numérique et fondateur de l'agence Glo. Bonjour messieurs, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. D'abord, Jonathan, peux-tu nous présenter ton entreprise Glo? Grosso modo, dans la vie, il y a 4 choses qu'on fait. La première, c'est qu'on fait de la publicité en ligne. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui, notamment avec la publicité Facebook. Notre deuxième expertise, c'est le volet optimisation pour le SEO, donc le référencement naturel sur Google. Le troisième volet, c'est le volet qu'on appelle la cybermétrie, donc des outils comme Google Analytics, Tag Manager, des outils qui permettent de faire de la mesure de performance sur le web. Puis finalement aussi, on a l'expertise en stratégie numérique, donc des mandats qui sont plus globaux, puis qui vont toucher à différentes facettes du numérique. Donc, ça fait 3 ans qu'on vit cette aventure collective-là et petit à petit, on fait notre chemin. Et toi, Benoît-Pierre? Que fais-tu au sein de Glo? Je suis chez Glo depuis sa fondation. Ça fait 4 ans que je travaille, Jonathan et moi, on travaille ensemble. Donc, j'ai commencé le numérique un peu avant. Petite tranche de vie aussi, j'ai fait mes études en communication politique. Donc, moi, je m'alignais à aller plus en politique, mais finalement, après mon baccalauréat, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus interpellé par tout ce qui était communication. Puis, j'ai donc été faire un DESS, qui est un diplôme d'études supérieures spécialisé à l'Université Sherbrooke-Pavillon-Longueuil, qui a été davantage la communication marketing, très axée sur le numérique. J'ai juste vraiment eu la piqûre. J'ai décidé de continuer ma carrière dans ce domaine-là. C'est là que j'ai commencé à travailler avec Jonathan. L'équipe du chantier ADN sur les stratégies marketing numérique d'engagement nous a préparé quelques questions et j'ai nommé Chamstin Chitou ADN pour le Conseil des métiers d'art du Québec, Marika Roy ADN pour Archéo Québec et Stéphanie Brousseau ADN pour l'ARBJ, Administration régionale Baie-James. Allons-y donc avec une première question. Quelle est la différence entre une publication et une publicité Facebook? Oui, c'est une bonne question où commencer parce qu'il y a souvent de la confusion par rapport à ces deux volets-là. Sur Facebook, il y a vraiment le monde que je vais dire Facebook que j'appelle organique, puis il y a le monde qui est Facebook publicitaire. Du côté des publications, donc du volet organique, c'est évidemment la communication qui est non payante. Donc, on n'a pas besoin de mettre des dollars derrière pour s'afficher. C'est des publications, en bon français, des posts qu'on fait sur la page. Donc, évidemment, c'est gratuit. Ça nous permet d'avoir une certaine portée, mais cette option-là gratuite est limitée. Donc, on a moins de contrôle sur le ciblage, on a moins de contrôle sur combien de personnes on va rejoindre, donc ce qu'on appelle la portée. Puis, dans un univers où Facebook tend à faire diminuer la portée organique, donc le nombre de personnes qui peuvent voir nos publications lorsqu'on fait juste les envoyer naturellement comme du contenu sur notre page, mais le volet publicitaire devient de plus en plus important. Puis dans ce volet-là publicitaire, au-delà de simplement de donner plus de portée, là, il y a différents avantages aussi à ça. On est capable d'avoir beaucoup plus de contrôle sur à qui est-ce qu'on va afficher notre message. Évidemment, pour chaque dollar qu'on va investir, on va être capable de parler à davantage de personnes. Puis, on peut personnaliser les différents messages puisque c'est pas du contenu qui s'affiche sur notre page Facebook. Donc, si je veux parler d'un spectacle en particulier à des gens qui ont un intérêt particulier, ben je suis capable de présenter un message pour eux. Si je sais qu'ils sont déjà venus sur le site, je peux leur présenter un message qui est différent. Donc, je peux vraiment faire de la personnalisation puis optimiser davantage en fonction d'objectifs spécifiques comme
maximiser le visionnement de vidéos, maximiser l'engagement, maximiser les clics vers le site web, ultimement les conversions, donc par exemple un achat en ligne. Donc c'est toutes des options qui sont un peu plus nichées, qu'on n'est pas capable d'avoir du côté des publications. Puis évidemment, c'est plus une certaine dynamique de rentabilité qu'on est capable d'installer avec tout ça. Dis-moi, Jonathan et Benoît-Pierre, dites-moi, on voit souvent, bon, puis on parle de publicité Facebook, mais on voit souvent promouvoir cette publication-là, le boost, là. Est-ce que c'est comparable? Ça arrive au même, c'est deux chemins pour arriver au même résultat, je dirais. Ceci dit, le fameux bouton Boost Post, c'est un piège. C'est l'option, je vais expliquer, c'est l'option simple en fait. Facebook a mis ça en place pour inciter les annonceurs à être capables de dépenser de l'argent de manière simple et rapide sur leur plateforme. Pour eux, c'est plus rentable. Ceci dit, du côté des entreprises qui font de la publicité sur ce média social-là, il y a beaucoup moins d'options qui sont disponibles, soit en termes de ciblage, donc qui est-ce qu'on veut rejoindre, où est-ce que notre publicité s'affiche. On peut pas faire différentes versions de messages pour être capable de bien s'adapter à chacune des cibles, donc avec différentes versions, il y a beaucoup moins d'informations détaillées, fait que c'est plus difficile d'optimiser les résultats. Fait que bref, c'est une option qui est plus simple que de passer par ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité Facebook. Ceci dit, si on veut être capable d'avoir un meilleur retour sur investissement, je conseille vraiment plus de vraiment ouvrir le capot puis de plonger dans le gestionnaire de publicité. Si on utilise le boost, ça veut pas dire qu'on va payer moins cher, là. En fait, on risque de payer plus cher par résultat. Dans les deux cas, je peux dire je vais investir 5$ ou 25$, peu importe, en visibilité. Je peux contrôler ce budget-là. Ceci dit, le nerf de la guerre au sein de la publicité Facebook, c'est vraiment dans les détails. Puis étant donné qu'on a beaucoup moins d'options disponibles, on est moins performant en termes de résultats. D'accord. Donc, pour le même 5$, je devrais avoir moins de performance si je passe par le bouton Boost versus si j'utilise la panoplie de possibilités qu'offre le gestionnaire de publicité Facebook. Dites-moi, d'ailleurs, on va aller vers le gestionnaire de publicité. C'est clair que c'est plus rentable. Pour avoir accès à ce gestionnaire, j'ai besoin de quoi comme organisation? Une page, un compte, un groupe? Oui. Dans le fond, on a besoin d'un gestionnaire de publicité pour se rendre. On a besoin d'une part d'un compte publicitaire. Donc, c'est possible de le créer via le gestionnaire de publicité. C'est là qu'on met, par exemple, les informations bancaires pour pouvoir mettre la carte de crédit avec laquelle on va faire la publicité. Donc, un compte publicitaire d'un côté, puis une page Facebook de l'autre. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un groupe Facebook pour faire de la publicité. Donc, c'est vraiment les deux en duo qui doivent absolument être faits. C'est ça. Sinon, pour ce qui est de Instagram, parce qu'on me pose souvent la question, c'est possible de faire de la publicité sur Instagram sans nécessairement avoir de page Instagram. Donc, il y a possibilité de choisir, on va en parler un peu plus tard, mais c'est possible de choisir le placement Instagram puis prendre une publicité puis le déployer sur Facebook, Instagram avec la page Facebook. Ceci dit, c'est pas nécessairement recommandé parce que ce qui est plus recommandé, je dirais, c'est d'avoir une page Instagram, puis de faire la publicité sur Instagram. Comme ça, on commence à bâtir une audience sur Instagram qui vont commencer à nous suivre. Puis c'est là qu'on peut acquérir des nouveaux abonnés, puis de se construire vraiment une communauté sur Instagram. Puis la publicité comme un moteur à ça, puis aide le processus. Donc, je dirais que la page Instagram est aussi un appui. De façon générale, les points importants pour préparer une campagne, ce serait quoi? Je dirais que les points importants, la première étape, c'est de ne pas commencer dans le gestionnaire de publicité Facebook. Il y a une étape qui est qui est cruciale, je dirais, qui est du travail en amont. Puis trop souvent, c'est un des pièges là, de se lancer vraiment dans cet outil-là qui permet d'afficher à la fois sur Facebook, sur Instagram, comme Benoît-Pierre l'a mentionné, ou sur Messenger ou d'autres types de placements. Ceci dit, le bon réflexe là, pour débuter, ce serait vraiment de se concentrer sur quel est le parcours du client type qu'on veut influencer.
Et ça sonne bête un peu, là, mais l'idée derrière ça, après ça, c'est de personnaliser chacune des choses qu'on va faire en termes de campagne, donc les différents objectifs, messages, médias, formats, les audiences qu'on va utiliser, les placements, puis les indicateurs de performance en fonction de ces différentes étapes du parcours client. Puis je vais donner un exemple concret, là, si je prenais un musée, par exemple. Ben, grosso modo, l'idée, là, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça me prend pour être capable d'influencer ces personnes-là? Je pourrais me bâtir un parcours dans lequel j'ai 4 étapes. Une étape de notoriété, une étape de considération, de conversion, puis de fidélisation. Là, ça, c'est beau sur papier, mais il faut mettre ça dans un langage concret, réel du processus client. Donc, d'abord, on a besoin que la personne ait envie d'aller à l'exposition. Donc, on veut lui faire découvrir, semer la graine d'une certaine façon, qui serait notre étape de notoriété. Ensuite, on veut que la personne amorce son processus de planification en se disant, OK, j'y vais quand, j'y vais avec qui. On veut que la personne ensuite passe à l'action pour réserver, donc l'étape de conversion, puis potentiellement, là, notre fidélisation pourrait être l'abonnement. Puis l'idée, c'est vraiment de travailler ces campagnes de cette façon-là en se disant, ben au lieu d'avoir un message qui va essayer de tout couvrir, puis de générer un achat direct, ben dans ce cas-là, j'aurais par exemple 4 campagnes Facebook qui vont rouler en parallèle, qui vont proposer 4 genres de choses différentes qui vont travailler les unes avec les autres. Dans mon optique de notoriété, je pourrais avoir une vidéo par exemple sur Instagram ou une story ou une expérience instantanée qui présente vraiment les faits saillants de l'exposition, l'espèce de wow initial. Ensuite, je pourrais arriver avec un autre message qui va être sur les différentes activités connexes qui sont autour de l'exposition, des activités familiales par exemple, ou comment s'y rendre, des détails de prix, des choses comme ça pour avec qui tu veux y aller, puis on espère que les gens commencent à se taguer et tout. T'sais. En étape de conversion, on va arriver avec un message qui va être différent, qui va être plus orienté sur une promotion particulière qu'il y a en ce moment, ou essayer de jouer la carte du sentiment d'urgence en parlant, par exemple, de la date de fin de l'exposition. Puis ultimement, en fidélisation, mais là, je pourrais parler les avantages de devenir membre, par exemple, ou de s'abonner. Puis pour chacune de ces étapes-là, ben je vais utiliser des médias puis des formats qui vont être différents. Je pourrais utiliser de la vidéo sur Instagram en notoriété pour faire découvrir, ensuite pour montrer les différentes activités qui sont autour de l'exposition. Je pourrais utiliser un carrousel. Ensuite, quand je veux parler du sentiment d'urgence ou d'une promotion qui est en cours, je pourrais utiliser une image unique au sein de Facebook. Puis pour l'abonnement aussi, je pourrais revenir avec un carrousel qui propose les différents avantages de devenir membre. Donc, je vais faire varier ce que je mets comme visuel, ce que j'affiche en fonction de l'étape du processus. C'est vraiment ça le mot-clé, là, s'adapter plutôt que le voir en un seul bloc. Si je continue même à aller plus loin dans cette logique-là, on ciblera pas les mêmes personnes en fonction de où est chacun dans son processus d'achat, dans son processus de réflexion décisionnelle. En notoriété, on veut cibler des gens qui connaissent pas l'expo. Donc, on va essayer de rejoindre des gens qui ont, par exemple, des intérêts pour le milieu culturel ou les intérêts reliés à l'exposition, mais qui n'ont pas encore consulté, par exemple, la vidéo de présentation de l'exposition. Donc, une audience positive, qui est les gens qui ont un intérêt, négative ensuite pour les gens qui ont déjà consulté la vidéo. Ensuite, pour amener les gens à planifier, je vais me concentrer uniquement sur le ciblage de gens qui ont déjà vu la vidéo, puis je vais les amener vers le site web, puis évidemment, les gens qui sont déjà allés sur le site web, je vais les exclure de cette étape-là. On continue vers l'achat, l'étape de conversion. Je veux cibler des gens qui sont venus sur le site, mais qui n'ont pas encore acheté. Puis pour l'étape d'abonnement, par exemple, de fidélisation, des gens qui ont acheté un billet, mais qui ne sont pas encore abonnés. Puis chacune de ces étapes-là, je vais les mesurer de façon différente. Je vais utiliser des métriques qui sont plus de haut niveau pour les critères de notoriété, donc le nombre de visionnements complétés puis le nombre d'engagements. En termes de considération, je vais regarder la quantité de trafic web puis ultimement aussi la qualité du trafic web. Combien de temps il passe sur le site? Est-ce qu'il amorce le processus d'achat minimalement?
Puis en conversion, je vais regarder, OK, oui, je génère les transactions, mais c'est toutes des transactions d'$1 ou j'ai des bons revenus reliés à ça, donc le nombre de transactions puis la quantité de revenus, la valeur moyenne par transaction, puis au final, ça pourrait être la même chose pour l'abonnement, là, donc j'en génère combien de ventes. Donc, c'est l'espèce de wrap-up global là, pour être capable de bien préparer une campagne. Il faut faire cet exercice-là. On le fait sur du papier ou on le fait sur un tableau, puis on essaie de se poser ces vraies questions-là, puis de se baser le plus possible sur de la donnée du parcours client, des données internes, externes, des sondages, des études, des choses comme ça pour s'assurer que notre logique qu'on va mettre en place par la suite est vraiment basée sur quelque chose de solide. Dis-moi, Jonathan, tu as parlé plutôt d'audience. Et puis, je vois que dans nos notes, on avait les audiences personnalisées, les audiences similaires. Quelles sont les différences majeures entre les deux? Les audiences personnalisées, j'en ai parlé, mais sans les nommer comme ça. En fait, la catégorie des audiences personnalisées sur Facebook, c'est toutes les options de ciblage qu'on est capable d'avoir ou de faire basées sur nos propres données, des données dont on est propriétaire. Puis s'il y a une autre entreprise qui essaie de faire ce ciblage-là, ils n'ont pas l'option. Par exemple, cibler des gens qui ont visité notre site web. C'est parce qu'on a installé le pixel de Facebook sur notre site qu'on est capable de faire ça. Des gens qui ont complété le visionnement d'une vidéo, c'est une audience qui est plus nichée, des gens qui ont interagi avec notre contenu spécifique. Une base de données, par exemple, de gens qui auraient acheté des billets pour voir une exposition dans la dernière année, mais qui sont pas encore abonnés. Je peux téléverser ça dans la plateforme publicitaire de Facebook. Facebook va essayer automatiquement de retrouver des gens ces gens-là avec leur adresse courriel, par exemple, nom, prénom, numéro de téléphone. Donc, c'est des données primaires, en fait, des données dont j'ai le contrôle, puis qui me permettent d'avoir un ciblage qui est très, très niché. Ce type d'audience-là, là, c'est vraiment celui qui offre le retour sur investissement le plus direct parce que c'est nous qui en a le contrôle, on connaît ces gens-là. À l'inverse, les audiences similaires, c'est lorsqu'on utilise ces fameuses audiences personnalisées. Donc, par exemple, ma base de données que je pourrais téléverser dans la plateforme, puis je demande à Facebook, maintenant que tu les as retrouvés, ces gens-là, là, analyse leur profil. Regarde concrètement c'est quoi les pages que ces gens-là aiment, regarde c'est quoi leur genre de comportement, de navigation, qu'est-ce qu'ils consultent, puis trouve-moi les gens qui ressemblent le plus à ça avec ton algorithme. Donc, si, par exemple, Facebook, il réussit, je téléverse une base de données, il trouve 1000 personnes, là, il va analyser mes 1000 personnes, puis il va essayer de trouver ce qu'on appelle des lookalikes, d'autres gens qui ressemblent à ça. Donc, c'est ça le concept d'audience similaire et c'est quelque chose qui est malheureusement encore trop méconnu, pas assez souvent utilisé et c'est pourtant quelque chose qui performe extrêmement bien. Mm-hmm. Souvent, là, ça marche beaucoup mieux que d'essayer de cibler ce que j'appelle à la mitaine, là, avec des ciblages de « je pense que ma cible a entre tel âge et tel âge, je pense que c'est plus des hommes que des femmes, ils ont probablement tel type d'intérêt. » Donc, au lieu d'essayer de se créer ce persona-là, on peut utiliser vraiment tout le pouvoir de l'intelligence artificielle pour dire « voici Facebook, les gens qui ont acheté chez nous. Toi, je te laisse fouiller dans ta base de données pour trouver qui ressemble réellement à ça selon toi l'information. » Donc, c'est deux types d'audience, audience personnalisée et audience similaire, là, que j'encourage fortement toutes les entreprises au BNL à aller utiliser puis exploiter au maximum. Comme tu parles d'OBNL, on sait très bien que nos sacoches sont pas nécessairement très bien remplies de ce temps-ci. Au niveau du budget, à quoi on doit s'attendre? Oui. Dans le fond, le budget sur Facebook, une réponse large que je pourrais dire, c'est que dans les faits, on pourrait investir à l'infini sur Facebook. Ceci dit, je vais vous recommander une méthodologie qui fonctionne quand même assez bien, qui permet de bien structurer son budget, surtout dans un contexte où on a des ressources limitées. Donc, si on reprend un peu l'idée d'entonnoir que Jonathan vient d'expliquer là, avec le volet notoriété, considération, conversion, l'idée c'est de commencer d'entrée de jeu à maximiser davantage l'étape du bas qui est l'étape de conversion.
qui sont des personnes qui nous connaissent déjà, qui ont déjà entendu parler de l'exposition dans l'exemple d'une expo, qui ont déjà engagé avec notre contenu publicitaire, qui ont déjà visité le site, qui sont déjà prêts à l'achat. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur ce budget-là. Puis, s'il y a un excédent budgétaire redistribué, ben, on peut le distribuer dans les étapes d'après qui est considération et notoriété. Puis, tu sais, dans le vrai monde, l'idée ou l'objectif ultime, c'est toujours de maximiser le ROI. Fait qu'on va toujours commencer plus petit, donc se concentrer sur conversion ou peut-être considération, puis voir si les revenus générés par rapport à l'investissement publicitaire qu'on a mis a un sens. Puis à partir de là, on peut retravailler, puis on y va en étapes, puis ensuite on peut faire de la notoriété. Puis si je pouvais finir avec un chiffre magique. Oui, Benoît, on aimerait bien le chiffre magique. Ouais. Souvent, en partant de la logique où on se concentre sur le plus bas de l'entonnoir, souvent un 5$ quotidien par groupe d'audience. Donc, par exemple, on avait ceux qui ont visité le site, ceux qui ont visionné une vidéo. C'est un budget raisonnable minimum qui nous permet aussi à Facebook de avoir un processus d'apprentissage qui a un sens. Parce que souvent, quand on va lancer une campagne, l'algorithme de Facebook rentre dans un processus d'apprentissage où il va diffuser nos annonces, puis essaie de comprendre un peu quel message on veut diffuser à tel ciblage. Fait qu'avec ce budget-là, on est bien parti. Fait que c'est un bon budget de départ, puis ensuite, on peut retravailler par la suite, puis rajouter du budget aux besoins en considération, en notoriété, etc. Donc, on a une publication Facebook, on nous recommande de mettre une image, une vidéo. Les images, on les prend gratuitement sur le web ou on en produit. Qu'est-ce qui serait recommandable? Oui, plusieurs choses à dire par rapport aux images et aux vidéos. Donc, j'ai quelques conseils. Le premier conseil, je dirais, c'est par rapport aux dimensions. De plus en plus, c'est vraiment un sujet qui est très important à considérer dès le départ qu'on planifie une campagne. Autant pour les images, les vidéos, puis aussi les stories, que je sépare un peu des vidéos parce que c'est quand même une logique à part. Donc, les images qui est recommandé, c'est avoir le fameux ratio 1:1, qui est une image carrée. Donc, c'est ce qui est recommandé dans le fil d'actualité. On va le voir souvent là, sur le mobile. C'est souvent ce type d'image-là qu'on voit. En stories, ça serait le ratio 9:16 qui est recommandé, donc un rectangle qui fait plein écran de notre mobile. Puis, en vidéo, que ce soit Facebook ou Instagram, le ratio qui est recommandé, c'est le fameux 4:5. Donc, c'est un rectangle qui est un peu plus au large, qui remplit pas tout le mobile. On va le voir de plus en plus. Puis un élément que je veux rajouter, c'est que souvent, les entreprises vont créer des vidéos en 16:9, qui est le fameux rectangle, parce que c'est souvent la dimension qui est priorisée, par exemple, pour faire des campagnes télé. Mais ce type de ratio-là, même s'il est tout le temps créé d'avant en premier lieu, est pas nécessairement priorisé sur le web maintenant, parce qu'il y en a d'autres qui sont priorisés. À part YouTube, ou si on veut faire, par exemple, des placements sur des grands médias premium comme Radio-Canada ou l'Environnement québécois. Fait que souvent, ce qu'on va recommander, c'est d'être présent en amont dans les discussions de créativité, puis leur dire, par exemple, à la personne qui crée les vidéos, vous allez faire une vidéo 16:9, mais considérez faire une vidéo 4:5, considérez faire des images 1:1, comme ça, on est déjà là au début, puis ils peuvent le considérer dans leur budget aussi, parce que des fois qu'on le sait plus tard, c'est difficile de revenir en arrière. Puis, un autre conseil que j'aurais à donner, c'est par rapport à la durée des vidéos. La durée moyenne des vidéos sur Facebook et Instagram est environ de 8 à 10 secondes. Fait que souvent, on va recommander des vidéos de 15 secondes. Souvent, en télé, on va avoir du 30. L'idée, c'est d'aller avec des vidéos plus courtes. Puis même, la manière de consommer la vidéo est différente. Souvent, à la télé, il va y avoir un punch à la fin de la vidéo. Mais considérant que sur Facebook, le temps d'attention peut être même 5 secondes maximum, l'idée, c'est d'amener l'idée principale de notre message en début de vidéo. Comme ça, on est sûr de dire notre message en premier lieu, puis que les personnes ne l'aient pas oublié de le voir après coup. Puis, un autre conseil que je donnerais, ça serait les sous-titrages. Toujours prévoir des sous-titres dans les vidéos, parce que vous avez probablement remarqué là, sur Facebook et Instagram, les vidéos il y a pas de son en fait par défaut. Puis souvent, les personnes n'ont pas nécessairement l'automatisme de partir le son. Fait qu'avec les sous-titres, puis des fois avec du texte dans les vidéos, peut aider aussi à véhiculer le message qu'on veut transmettre. Puis j'ai quelques outils aussi pour ceux qui écoutent par rapport à tout ce que je viens de dire. Un des outils que je recommanderais, c'est Animoto. Animoto, c'est un outil qui permet de redimensionner des vidéos. Donc, c'est un outil qui est quand même très bien. Donc, Animoto.
Un autre outil qui est sous-titreur.com qui permet de sous-titrer les vidéos. C'est québécois, puis le prix, c'est 2$ par minute. Puis la livraison, c'est en une journée. Donc, ça peut quand même être pratique, là, surtout quand on a des ressources limitées. En français, oui? Oui. OK. Puis le dernier outil, c'est canva.com. Il est quand même connu pour les personnes qui font la gestion de communautés en général, mais ça permet de redimensionner des images. Si on parle de placement proposé par Facebook, est-ce qu'on utilise ça? Oui, en fait, Facebook, il y a beaucoup de placements. Fait que, avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer un peu les placements qui sont recommandés, je vais vous en donner quelques-uns juste pour qu'on tout se mette en contexte. Bien sûr, il y a le fil d'actualité qu'on peut voir sur Facebook ou Instagram où qu'on voit les publications. Il y a par exemple les Stories qui est un autre placement en soi, Messenger qui est la boîte de messagerie là, où on écrit aux différentes personnes. Il y a aussi le Audience Network qu'on appelle, qui est dans le fond des sites partenaires de Facebook, qui est à l'extérieur de l'environnement Facebook, mais il y a quand même possibilité de mettre de la publicité sur ces types de placements-là. Puis, autre placement, juste pour donner un exemple, qui est la colonne de droite. On le voit souvent sur notre ordinateur, sur Facebook, les fameuses publicités qui sont présentes à l'extérieur du fil d'actualité, dans la colonne de droite, on peut aussi placer là-dedans. La vraie réponse, c'est qu'il y a vraiment peu dans tout le choix, là, il y a vraiment peu de fils de placement qui sont recommandés. Sur Facebook, ce qui est recommandé, c'est bien sûr le fil d'actualité, puis aussi le fil de vidéo. Souvent, on va cliquer sur une vidéo, puis on va être redirigé vers un environnement dans Facebook où on consulte des vidéos, puis on scroll. Là, on peut mettre aussi des publicités. Fil d'actualité, fil de vidéo, c'est deux endroits que les personnes sont le plus souvent là pour consulter du contenu, fait qu'on va être présent à cet endroit-là. Puis Instagram, encore une fois, le fil d'actualité, puis le fil d'exploration, qui est en anglais le Explore, qui est deux types de consultation de contenu qui existent sur Instagram. Il y en a du monde qui sont plus sur fil d'actualité, l'autre sont plus dans le fil d'exploration. L'idée, c'est d'être présent dans les deux cas, puis aussi les stories sur Instagram. Puis la raison pour laquelle on priorise, puis on recommande spécifiquement ces placements-là, c'est que les autres peuvent créer un agacement, qu'on est interrompu. Je donne un exemple, un des placements, c'est si on écoute une vidéo, puis ta vidéo en plein milieu va être arrêtée, puis il va y avoir une publicité qui va être proposée directement. Ça peut frustrer l'internaute parce qu'on consulte du contenu puis on veut pas être dérangé pendant la consultation de contenu. On veut leur proposer quelque chose dans sa consultation sans déranger quelqu'un. Des fois, ça peut être un mauvais premier contact entre l'entreprise puis le client potentiel. Puis aussi, l'idée avec ces placements-là que je recommande, c'est que on profite de l'amplification sociale qu'on a sur les réseaux sociaux. C'est la vraie valeur ajoutée de Facebook, c'est qu'on peut commenter, partager, taguer des amis. En utilisant les autres placements, comme par exemple la colonne de droite, on oublie un peu la valeur ajoutée que ce que Facebook propose, parce que ça devient comme une bannière comme on verrait sur un site web quand on navigue dans notre quotidien. Et que l'idée, c'est se maximiser un peu la valeur ajoutée de ce que Facebook puis Instagram nous offrent avec ces placements-là. Puis, finalement, d'ordre général, que ce soit une vidéo qui est interrompue ou une colonne de droite ou même les sites partenaires qui n'est pas recommandé, ça peut avoir une impression cheap aussi par rapport à la marque, vu qu'on n'est pas présent, que les personnes engagent, qu'on est un peu partout. Ça peut avoir une mauvaise impression sur l'image de la marque aussi. D'accord. Jonathan, Benoît-Pierre, bon, là, on a compris, on doit être créatif. Auriez-vous de bons conseils pour rédiger une bonne annonce? Il faut, j'imagine, oui, on a mis une image, une vidéo, mais le texte, les gens lisent quand même encore. Oui, mais bien sûr. J'ai 3 conseils, je dirais, 3 principaux conseils pour rédiger des annonces. Le premier conseil, ça serait de considérer le nombre de caractères qui est maximal selon les placements. On l'a probablement déjà vu sur le fil d'actualité, on va avoir une annonce avec un texte qui est coupé, avec un see more ou voir plus. Ça veut dire que la personne a écrit trop de texte dans sa publication. Puis des fois, ça perd un peu la valeur à la publicité parce que la personne va être obligée de cliquer sur see more. Puis dans les faits, c'est pas tout le monde qui prend le temps de regarder plus de contenu. Nous, on utilise un gabarit Google Sheet là, qui est comme un Excel qui permet avec une règle de savoir le nombre de caractères qu'on écrit. Fait qu'on a des nombres de caractères maximum par format,
puis par placement. Fait que ça nous aide à nous préparer d'avance. Puis un petit truc pour les personnes qui n'ont pas nécessairement le gabarit ou juste pour valider. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon annonce, puis je vais la copier-coller dans mon annonce dans le gestionnaire de publicité en mode preview. Puis je vais le voir concrètement si mon texte est trop court ou trop long. Dans le cas trop long, puis là, je peux raccourcir, puis je peux me donner une marge de manœuvre à partir de ça. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, j'en entends un peu abordé tantôt, c'est de tester différentes versions par groupe d'audience. Et l'idée, c'est d'avoir au moins 3 à 4 versions. Par exemple, les personnes qui ont visité mon site web, je veux leur proposer 3 ou 4 déclinaisons de messages qui sont des arguments de vente différents ou des manières de formuler différentes. Puis Facebook va diffuser ces annonces-là de part égale, puis à un certain point, il va proposer l'annonce qui ramène le plus de performance en fonction de l'audience en question. C'est là qu'on peut optimiser puis voir, OK, mais il y a telle annonce fonctionne moins bien. Cette formulation-là résonne pas tant par l'audience, fait qu'on va la mettre en pause, par exemple. Puis le troisième conseil, je dirais que le plus gros conseil, ça serait de vraiment s'adapter au contexte du parcours client. Encore une fois, Jonathan en a un peu parlé tantôt, mais l'idée, c'est de avoir un message spécifique en fonction de où ce que l'internaute est rendu dans son processus client. Et si moi, j'ai jamais entendu parler, par exemple, d'une exposition, je vais envoyer un message par rapport à l'exposition. Et si je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu la vidéo, j'ai déjà visité la page de l'exposition, probablement que mon message va être beaucoup plus axé sur l'achat. Je le sais que tu as probablement envie d'aller à l'exposition, puis je vais t'envoyer un message spécifique, achète ton billet, c'est ouvert de telle heure à telle heure, par exemple. D'accord. Et ça, c'est mes 3 conseils principaux pour les rédactions des annonces. Dites-moi, Jonathan, Benoît-Pierre, on sait que tout ça varie, évolue à vitesse grand V. Est-ce qu'il y a une tendance présentement qu'il faut appliquer ou? Oui, il y a plusieurs grandes tendances. Les vidéos, vous l'avez probablement vu vous-même là, à travers vos fils d'actualité sur Facebook. Là, il y a de plus en plus de contenu vidéo qui s'y trouve. La publicité suit ce comportement-là naturel au sein des plateformes, ou du moins, je recommande aux organisations de se coller là-dessus, donc de favoriser de plus en plus la publicité par la vidéo plutôt qu'uniquement par l'image. Ceci dit, de bien le faire en respectant les différentes recommandations que Benoît-Pierre a mentionnées, par exemple, là, donc des vidéos qui sont assez courtes, autour de 15 secondes, sous-titrées, avec un punch au début, ce genre de choses-là. Donc ça, clairement, ça a pris de plus en plus de place et ça va prendre de plus en plus de place. Ensuite, du point de vue du côté Facebook organique, là, du gestion de communauté, il y a une grande tendance qui est d'accorder davantage de soucis à la qualité plutôt qu'à la quantité de publication. Et c'est la même chose qu'on voit du point de vue publicitaire aussi, donc d'essayer d'opter pour des formats qui sont plus riches. Parmi ceux-là, il y a ce qu'on appelle les expériences instantanées, qui s'appelaient auparavant des Facebook Canvas, qui sont maintenant aussi disponibles sur Instagram. J'invite les gens à aller googler ça, expérience instantanée Facebook. Ça devient comme une extension ou une espèce de micro-site à l'intérieur de Facebook. Quand les gens cliquent sur l'annonce, ça vient prendre vraiment toute la place. Puis, on peut bâtir cette expérience immersive-là, d'une certaine manière, avec un outil gratuit là, au sein de la plateforme qui permet de faire du drag and drop en bon français, où est-ce qu'on peut mettre des images, des photos, des vidéos, du texte pour essayer de se créer une expérience optimale plutôt que le site mobile qui peut être moins bien adapté, puis qui est pas nécessairement personnalisé à ce qu'on veut faire vivre. Donc, je vous invite fortement à explorer ça. Puis la troisième grande piste qui existe aussi des deux côtés, du point de vue organique puis du point de vue publicitaire, c'est l'explosion des échanges à travers la messagerie de Facebook Messenger. Ça devient de plus en plus un outil de service à la clientèle. Du point de vue publicitaire, c'est aussi une opportunité très intéressante de pouvoir faire des publicités qui, au lieu simplement au lieu de diriger vers le site, qui peuvent amener à converser. Donc, on peut demander aux gens de
soumettre un message ou nous écrire un message pour être capable de répondre proactivement à leurs différentes questions, par exemple lorsqu'ils sont dans le processus de planification. Ceci dit, là, j'entends déjà le backlash là, des gestionnaires de communauté qui disent « Ouais, ben moi, j'en ai déjà plein les baskets de tous les messages qui rentrent de plus en plus parce que le monde s'oriente vers ça plutôt que d'appeler maintenant. » Ceci dit, il y a des outils qui peuvent aider à répondre à certaines questions en bâtissant un petit robot très, très simple pour interagir avec la messagerie Facebook. Un outil qui permet de faire ça qui est peu dispendieux, c'est ManyChat. Puis on est capable de, par exemple, créer des séquences de questions-réponses où est-ce qu'on peut déjà prélister les questions qu'on voit qui reviennent le plus souvent. Donc, lorsque la personne clique sur la publicité ou clique même sur votre messagerie organique, ben ça leur dit « Aimeriez-vous avoir de l'information à propos de A, B, C, D ou toute autre information? » Puis là, si la personne clique sur, je sais pas, l'option B, là, vous pouvez évidemment le personnaliser, ben ça lui donne automatiquement la réponse. Puis évidemment, il peut avoir des choix subséquents. On peut se bâtir une espèce d'arbre décisionnel avec tout ça. Mais toute cette tendance-là d'exploiter la messagerie, elle est extrêmement intéressante du point de vue organique et évidemment du point de vue publicitaire également. On a parlé d'audience un peu plus tôt. Là, on est rendu bon. En vidéo, les sous-titres. Maintenant, on voit où la performance de ça, comment on fait pour voir si on a atteint notre objectif, si on a touché les gens à qui on s'adressait. Dans le fond, pour savoir si les audiences qu'on a visées sont touchées, il y a 2 métriques principales à garder en tête, je dirais. La première, mais quand je dis métrique, dans le fond, c'est une donnée, une dimension qui nous permet de mesurer la performance sur une publicité. Il y a différentes métriques dans Facebook. La première, c'est la portée. La portée, c'est le nombre de personnes qui ont vu la publicité. Donc ça, vraiment, ça nous permet de savoir il y a combien dans notre audience, par exemple, de ceux qui ont visité notre site, on en a rejoint combien. Les impressions, aussi une autre métrique qui est quand même intéressante à regarder, c'est le nombre de fois qu'une publicité a été vue. Donc, c'est 2 métriques qui peuvent être complémentaires. Aussi, une autre métrique qui est très importante à considérer, c'est la fréquence, qui est le nombre de fois qu'une personne a vu la publicité. Là, d'où l'importance dans le fond, c'est le parallèle entre l'impression et la portée. Souvent, au chiffre magique, quand la fréquence dépasse 3 dans une semaine, ça commence à être assez harcelant pour un utilisateur. Parce que moi, dans la même semaine, j'ai vu plus que 3 fois la même publicité. Ça commence à être, je dirais, ordinaire en tant qu'internaute. Et qu'il y a possibilité dans Facebook de créer des règles automatisées. Puis de dire, OK, je vais créer une règle au niveau des annonces pour dire quand mon annonce a été diffusée plus de 3 fois à une personne dans les 7 derniers jours, je la mets en pause automatiquement. Ça, c'est vraiment pratique parce que ça permet de plus stresser pour ça, de dire, OK, mais là, est-ce que j'harcèle trop les personnes? Tu sais, je veux pas non plus donner une mauvaise expérience. Fait qu'en créant une règle, ça permet de savoir aussi, ça met en pause, puis ensuite, on peut aller voir après coup, OK, il y a eu combien de publicités qui ont été mises en pause, puis on peut travailler avec ça. Un autre point important pour contrôler un peu la diffusion de nos annonces, c'est avec la notion d'exclusion. Jonathan en a un peu parlé là, quand il a expliqué la structure d'une campagne. Il y a possibilité d'exclure, par exemple, les conversions de notre campagne pour arrêter, par exemple, de diffuser la même publicité à quelqu'un qui aurait acheté un billet pour un spectacle ou une exposition. Donc, on peut exclure tous les acheteurs. Comme ça, on limite un peu la perte budgétaire sur des personnes qu'on le sait qui ont déjà procédé dans l'étape client. On peut aussi exclure les visiteurs du site. On peut même exclure ceux qui ont déjà engagé avec notre vidéo. Comme ça, ils passeraient à l'étape d'après, qui serait, par exemple, notre carrousel qui montre un peu les différents éléments considérés dans la planification. Donc, le truc derrière ça, c'est toujours considérer les audiences d'exclusion ou les audiences négatives, c'est le même concept, quand on met en ligne les campagnes, puis toujours visualiser l'entonnoir pour voir si on exclut où et à quel moment. Donc, ça, c'est vraiment pour pouvoir savoir si les audiences ont bel et bien été visées. Dites-moi donc, je me risque, je dis bon, parfait, je me lance. Quelles sont les erreurs à éviter?
Je dirais, d'abord, c'est possible de le faire, là. C'est tout à fait réaliste pour une organisation de s'y mettre. Ceci dit, il faut le faire de la bonne façon. Une des erreurs fréquentes qui revient, c'est de vouloir aller trop vite. J'en ai parlé au tout début là, en disant que il fallait pas se lancer tout de suite en allant dans le gestionnaire de publicité, puis il fallait prendre le temps de faire une bonne planification. Et évidemment, c'est plus long lorsqu'on fait ce processus-là, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait. Donc, dans ce genre de cas-là, ça peut valoir la peine d'obtenir un coup de main, mais c'est tout de même réaliste, mais ça vaut de le faire soi-même. Il faut, ceci dit, prendre le temps de bien le faire, parce que si on escamote cette première étape-là, malheureusement, tout le reste, le processus d'optimisation, même de mesure des résultats, tout est basé là-dessus. Donc, je dirais, premier piège, c'est peut-être d'aller trop vite. Puis si ça peut en rassurer quelques-uns, je dirais, commencez petit. Commencez par une première initiative où est-ce que vous bâtissez ce fameux entonnoir là, dont on a parlé à quelques reprises, là, notoriété, considération, conversion, avec une première exposition ou un budget test. Puis commencez par ça, puis après ça, vous allez avoir des apprentissages que vous en tirez, puis ensuite aller de plus en plus grand, mais voyez pas ça comme une grosse patente dans laquelle c'est trop compliqué, il faut vraiment se lancer. Puis ayez pas peur de faire des erreurs là-dedans, tout le monde en fait, puis c'est la beauté du numérique vraiment d'être capable de procéder par test, puis on a des données qui rentrent en quasi temps réel, donc c'est pas la fin du monde, on est capable de faire des ajustements en cours de route, puis on peut prendre le temps là, de bien analyser à la fin aussi, puis de faire des post-mortem pour faire en sorte que la prochaine campagne va toujours être meilleure. Donc c'est vraiment pas la même optique que lorsqu'on fait une campagne traditionnelle où est-ce qu'on va se mettre à 15 autour d'une table pour dire « Oh mon Dieu, c'est quoi le bon message? » On peut vraiment, on peut essayer différentes choses, différentes audiences, différents messages, puis on va avoir la rétroaction réelle des gens. Donc, osez vous lancer, puis gardez une ouverture d'esprit, soyez ouvert à l'apprentissage à travers ce processus. Essai-erreur. Puis au niveau du budget, est-ce que j'ai moyen de limiter la somme investie? Là, je sais que j'ai mis ma carte de crédit, puis je voudrais pas qu'à un moment donné, je regarde la facture, j'avais pas prévu ça. C'est performant, là, tu sais. Évidemment, c'est possible de déterminer c'est quoi, de contrôler en fait des limites budgétaires par type d'audience ou par campagne. Il y a différentes manières qu'on peut mettre des plafonds, mais c'est un bon point à garder en tête, d'utiliser ces fonctionnalités-là qui vous permettent de mettre un plafonnement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Merci beaucoup Benoît-Pierre Delorme, gestionnaire de campagne numérique chez Glo, et Jonathan Nicolas, stratège numérique et fondateur de l'agence Glo. Ça fait plaisir. Vous pouvez joindre Benoît-Pierre ou Jonathan à www.glo.team. Merci à Chams Dinchitou, Marie Roy et Stéphanie Brousseau à la recherche. À venir, un balado sur Google AdGrants avec Benoît-Pierre et Jonathan de l'agence Glo. D'ici là, vous pouvez écouter notre première production sur les stratégies marketing numérique d'engagement avec Caroline Trudel de CET Création sur la chaîne SoundCloud du réseau ADN. À bientôt. Planification stratégique. Plateforme. Personne, culture d'entreprise, façon de penser. Écoute, coaction, réaction. Mission, public et processus.